911, what is your emergency? Hi, I heard screaming last night, and I just wanted to see if somebody could go over there and check. Okay, you said you heard that last night? Yes, sir. Okay, you heard some screams. Did it sound like a male or a female or child? I don't know. I just heard it. I didn't know whether to call this morning or last night. But once I didn't hear anything anymore or see anybody come in or out the house, I just decided to call you all. Mobile 11122. If I'm reading this correctly, this occurred last night. That's correct. Mon collègue a été appelé pour faire une visite de vérification. Mais d'après les informations qu'il avait sur ce qu'il s'était passé la veille, il se doutait que ça risquait d'être un peu plus qu'une simple visite de routine. Il y avait une petite inquiétude. Hello. All right, are you? Okay, you called? Yeah, because I heard some, last night it was late, I was sleeping in my room window just on the right there. I heard some gunshots. It sounds so close, like they was like in my yard. Mm-hmm. 16 about 1. 16 by 1. Hey, go ahead and start me another unit. I got an open door. Tandis que je me rends sur les lieux, en écoutant les échanges sur ma radio, je me prépare psychologiquement parce que la porte est ouverte. Ce n'est plus une simple visite de vérification. On sait qu'il se passe quelque chose parce que c'est ouvert. Savannah, please. Metro, go ahead and start me EMS. On est entré dans le salon et j'ai vu un homme étendu par terre, sur le ventre. Copy. Il fallait vérifier le reste de la maison. Je me suis dirigé vers la gauche et tout de suite, en entrant dans la chambre, par terre, contre le mur, il y avait une femme étendue sur le ventre. Et en m'avançant un peu plus dans la pièce, j'ai vu une autre femme. J'ai commencé à être submergé par un sentiment d'incompréhension. Qui pouvait avoir fait ça? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à tuer 3 personnes dans leur maison? C'était absurde. Rien ne peut justifier ça. Go ahead and start me as supervisor and violent crime. Je me suis dit, ce n'est plus juste une porte ouverte et une simple visite de routine. C'est un triple homicide. 3 personnes sont mortes. Quand on enquête sur un homicide, la pression est énorme. Parce que si on ne résout pas l'affaire, la famille n'obtiendra jamais justice. C'est très important de se rendre sur les lieux et d'examiner tous les indices. Les indices racontent une histoire. Donc, je suis entrée dans la maison. Il y avait 3 douilles de calibre 9 mm là où se trouvait la première victime, l'homme. Et dans la chambre où se trouvaient les 2 femmes, il y en avait 6. Ma première impression sur cette scène de crime, c'est que ça avait été très violent. Tout avait dû se dérouler rapidement. Il n'y avait pas de traces d'effraction sur la porte d'entrée. On a pu identifier les victimes. Il s'agissait de Corey Marshall, de sa sœur Kiana Marshall et d'Alexis Kitchen. Il était de mon devoir de retrouver le coupable.
Alexis, c'était toujours de bonne humeur. Ses cousins et ses tantes l'adoraient. Elle aimait les enfants. Elle aimait les personnes âgées. C'était son truc. Et elle aimait aller au restaurant. Elle avait trouvé un emploi pour après ses études dans une maison de retraite et elle avait hâte de commencer. Elle aimait sa famille. Elle aimait ses amis. Comme je disais, c'était une jeune fille toujours de bonne humeur. Corey portait le nom de mon frère décédé. Il était très calme, avenant, un garçon merveilleux. Il avait ses petites manies à lui. Il aimait danser quand il était plus petit et un peu grassouillet. Avec ses grosses joues. Vraiment. Ah oui, il était incroyable. Vraiment. C'était le trésor de la famille. C'était un trésor. Kiana parlait fort. Elle avait un petit accent, une voix aiguë. Elle parlait fort. Coucou Tati, vous voyez? Et elle, à bon sens, cette petite, elle était parfaite. Elle était gentille avec tout le monde. C'était une fille bien. Ils étaient inséparables, très proches. Ma sœur m'a appelée et elle m'a dit que Kiana et Corey étaient morts. On n'arrivait pas à comprendre. On n'arrivait pas à imaginer. C'était horrible. C'était vraiment horrible. Très vite, le voisinage est venu voir ce qu'il se passait. Il y avait beaucoup de gens devant la maison. C'était un peu la pagaille organisée, comme je dis souvent. On a fait reculer les gens. Des membres de la famille ont commencé à arriver. Des amis sont arrivés. Du coup, les esprits ont commencé à s'échauffer. Quand la bagarre a éclaté, c'était entre deux femmes. Elles ont commencé à se disputer et en sont venues aux mains. On a fini par les séparer. Après avoir séparé ces deux femmes, on a appris que l'une s'appelait Jamaica Peel et l'autre Diamond Butler, et qu'elles se trouvaient sur le lieu du crime la veille. Ce sont les premiers témoins qui vont peut-être nous éclairer sur cette affaire parce que tout s'accélère. Tout le monde passe à la vitesse supérieure, essaye de trouver des témoins, essaye d'interroger les voisins, de parler à tous ceux qui pourraient avoir le moindre début d'information susceptible de nous aider dans notre enquête. Jamaica Peel et Diamond Butler ont été conduites au poste de police pour y être interrogées concernant le crime. Une fois au poste, on a commencé par interroger Jamaica Peel.
Where do you currently live? Where I was currently live was there. How long have you been living there? Probably about a week and a half. Who lived there with you? My homegirl Tiny. Who? Tiny. My homegirl Tiny. Who else lived there? It was just Kiana, and that was it. Tiny. Il se trouve que Tiny n'est autre que Diamond Butler, la deuxième femme qui a été conduite au poste. D'après Jamaica, elle ne vivait chez Kiana que depuis environ 2 semaines. So, when were you last at the house? I don't know. That's what she called us. It was at 11 last night, and she called me and was Who like, was she? Kiana. Okay. They was like, no, Lex called me. Was like, Kiana said, y'all need to come get y'all. But she called the police. I said, okay, well, we're about to come get it now. We went back to the house. Who was we? Me and Tiny. Kiana voulait qu'elle parte de la maison parce qu'elle n'avait pas payé leur loyer. Jamaica a déclaré qu'il y avait 3 personnes qu'elle connaissait dans la maison. Kiana, Cory et une certaine Lex, c'est-à-dire Alexis Kitchen, la 3e victime. Who else? I don't know. It was only 2 of them. Tiny called somebody named Ello, and they came over. 2 guys? Mm-hmm. D'après ses dires, elles sont reparties de la maison avec 2 hommes. Et ils étaient à mi-chemin de leur destination quand on les a rappelés pour leur dire de venir récupérer leurs affaires. Those are not my people. So those, you said there are Tiny's Tiny's people. When Yeah. you said people, how many were there? Now, by the time we got there, now Kiana's home. Gotcha. So when we got there, she was sitting on a little brown thing on her house, and she's like looking at me. I'm like, why did you call the police? What's going on? And she's just looking at me like that. I'm like, what's going on? Talk to me. You feel me? I'm trying to figure out what's going on. So I was like, all right, whatever. So then they came to help us get some of my clothes and her clothes too. Hello? Ello and the other boy. And the other guy? Yeah. You don't know his name? I don't know his name. I've never seen the other guy. All right, where's Tiny at this point? She's in there as well? Mm-hmm. Okay. So we got our stuff and left. But when we left, all of them was outside. Kiana, Lex, and Cora was all outside. Ce qu'on a retenu de l'interrogatoire de Jamaica, c'est qu'elle a dit qu'Ello l'avait accompagnée en voiture avec un autre homme. Ello est l'un des derniers à avoir vu les victimes vivantes. Donc après l'interrogatoire de Jamaica, on est allé interroger celle qu'elle appelait Tiny, à savoir Diamond Butler, pour essayer de voir si on pouvait identifier ce fameux Ello. So you and Jamaica was staying in Kiana's house? Yes, sir. And we was like renting out the room or whatever. So the girl Kiana said we gotta give her $250. She said I gotta give her $250 and Jamaica gotta give her $250. And she was like, y'all got until November 1st to come up with the rent. So she was like, okay. And we had company over there, and like we was drinking, playing cards and stuff like that. And like she just started tripping, like, oh, like y'all company too loud and all kind of stuff. And then she was like, I feel like y'all trying to play me. And we was like, This was Tuesday night? yeah, Tuesday night. And we was like, we had a discussion where we was like, how are we trying to play you? And she was like, well, y'all didn't put her in the house. I had to get the dish detergent on my own, blah, blah, blah. And y'all give me no money, so I feel like y'all trying to play about the money. So we was like, well, you said we had it to the 1st. And it's not even the 1st yet, it's not even Friday yet when Jamaica get paid. So she was like, I'm just saying, I hope that y'all not trying to play about the money. We was like, no, it ain't nothing like that. So This is yesterday. yeah. Après avoir obtenu ces informations, on lui a demandé de nous raconter ce qu'il s'était passé ce jour-là. So we was in the house or whatever, and then that's when Corey called Jamaica phone, her brother, and he was like, where y'all at? And we was like, at the house. So he was like, I'm about to come over. So he came over there, and he was like, oh, she sent me over here to say y'all gotta leave. À ce moment-là, Diamond dit qu'elle a appelé un ami à elle pour qu'il vienne la chercher. Elle a pris quelques affaires et elle est partie. What's his name? His name Dre. Dre? Mm-hmm. Andre, DeAndre? Dre. That's what everybody called him. How many of y'all was it? It was me and Jamaica and him. So just 3 of y'all? Mm-hmm. Et là, on se retrouve avec des incohérences. On a un témoin qui dit Hello et l'autre qui dit Dre. Et on a une déclaration qui mentionne 2 hommes et une autre un seul. Donc quelqu'un ment.
And knowing who did it, and not sharing it with the police, to us, it's the same as doing it. I told you everything I know. Il fallait qu'on sache s'il y avait un seul individu dans la voiture ou deux, ce qu'ils avaient fait, qui ils étaient et où ils étaient allés après. C'est frustrant de ne pas avoir toutes les réponses tout de suite. On savait qu'on avait du pain sur la planche. En tant qu'inspecteur, c'est aussi notre rôle d'aller annoncer aux proches des victimes qu'un crime a été commis. Et c'est très difficile de faire ça, parce qu'on sait qu'on va leur briser le cœur. Dans cette affaire, j'étais l'inspectrice principale. C'était à moi de le faire. Je n'arrivais pas à l'accepter. Je ne pouvais pas. Quelqu'un avait tué mon bébé. Elle n'avait rien à voir avec tout ça. Elle rendait visite à son ami. On lui a pris la vie. Je ne pouvais pas l'accepter. La seule chose que je veux savoir, c'est qui a donné le droit à quelqu'un de se prendre pour Dieu et d'ôter la vie à 3 êtres humains. Qui lui a donné ce droit? Il n'avait pas le droit. Ça n'a pas de sens. On n'arrivait pas à y croire. On n'arrivait pas à y croire. Et on ne comprenait pas. On n'y arrivait pas. On ne comprenait pas. On refusait de se rendre à l'évidence. On refusait d'y croire tant qu'on ne l'avait pas entendu. Mais on l'a senti. On l'a senti. À ce stade de l'enquête, il fallait trouver Hello et Dre pour voir s'ils détenaient des informations sur cette affaire. Pendant qu'on cherchait Dre et Hello, notre sergent a été appelé sur les lieux d'une fusillade. Et il a pris en chasse un véhicule qui s'enfuyait pour essayer de l'arrêter. Ce véhicule a fini par s'arrêter et 3 individus en sont sortis. Il a poursuivi l'un d'eux, qui s'appelait Dwayne Abney. Des témoins ont par ailleurs déclaré qu'un homme et une femme s'étaient enfuis du véhicule dans la direction opposée. On ne le savait pas encore, mais parfois, au cours d'une enquête, la chance nous sourit. Et là, on a eu de la chance avec Dwayne Abney. My name's Detective Shore. I'm gonna change your handcuffs out. I'm gonna grab my stuff. What's your name? Huh? Dwayne what? Abney? Et donc cet individu, qui avait été arrêté suite à cet incident, a été conduit au poste pour être interrogé. You were in a car, like chased by the police, and everybody jumped out of the car. Was that correct? Okay. Who were you in the car? Who were you riding with when they fled from the police? One of my friends, but really not my friend, just somebody like she around Democrat. Who's he? I know they call him Ello. I don't know his name. They call him Ello? Tout le monde au poste sait qu'on recherche un certain Hello pour l'interroger. Et pendant cet interrogatoire, l'individu mentionne le nom d'Hello. Et dès que ce nom a été prononcé, on nous a prévenus. Donc on a rassemblé des photos de plusieurs suspects recherchés et on a envoyé un inspecteur qui n'avait aucun lien avec l'affaire lui montrer ces photos. All right, could you initial that, please?
Il a formellement identifié l'un d'eux. Il s'agissait de James Hampton. Et une fois qu'on identifie un suspect, l'enquête passe à la vitesse supérieure, parce qu'il s'agit alors de découvrir qui il est, où il est, ce qu'il a fait, où il va, avec qui il traîne, et s'il est toujours dans les parages. Mais on continuait aussi de chercher le fameux Dre, et il fallait qu'on l'identifie au plus vite. À ce stade de l'enquête, on avait découvert qu'Elo s'appelait James Hampton. Il fallait qu'on retrouve James Hampton parce que c'est lui qui se trouvait dans la voiture avec Diamond et Jamaica le soir des meurtres. C'était le deuxième jour de l'enquête et on m'a informé que Diamond Butler souhaitait se rendre à la police. Elle était arrivée pieds nus, la robe déchirée, en panique. Hello, you okay? I'm Detective Reese. You're Diamond? Nice to meet you, Diamond. You got these for your feet? Why in your shoes? Oh, I took them off when I was running from the police. J'étais étonnée qu'elle vienne se rendre, alors qu'il n'y avait aucun mandat contre elle. Ce n'est pas logique. Okay. All right. So what went on today? You said you ran from the police. Oh yeah, 'cause me and Ella and his homeboy was in the car. So he got blue lighted. They was about to pull him over, but he didn't stop. He just ran off. And then he was like, "We about to hop out and run." Who said that? Ella. I had to go to court for auto theft and stuff, and I thought I had a warrant, and I wasn't trying to go to jail, so I ran too. We pulled over and ran out the car. Okay. Who was driving the car? Ella. All right. And who was sitting in the front passenger seat? Pepe. On savait que Pepe, c'était Dwayne Abney. Donc, Diamond a admis qu'elle était dans le véhicule avec Elo et Dwayne quand ils ont fui la police, en voiture. When you jumped out and ran, did you run with Ella? No, they ran the opposite way, and I ran in the bushes. Okay. Diamond a déclaré qu'elle était avec Elo durant cet incident. Jamaica a dit qu'elle était avec lui le soir du meurtre. On savait qui était Elo, que c'était James Hampton, mais on ne savait toujours pas qui était Dre, donc je lui ai posé la question. There's too much going on, and I'm in the middle of it, and it's something that I didn't mention when I talked to the other detective earlier. I didn't want to say who my homeboy was that had took me over there to get my clothes and came back with me, because he already had a warrant for shooting somebody in the leg, and I didn't want him going to jail or getting in the middle of it, so I just said his name was Dre, but his name Ella. Okay. But I didn't want to say that because he was already on the run. So, run through that story, or run through the events with me that happened from last night. It's the same thing. The only thing I left out was Ella's name. Like, I kept saying his name was Dre because I knew he had warrants and stuff. And then I left out his homeboy because his homeboy be doing crazy stuff too. Which homeboy are you talking about? Pepe. Diamond nous a dit que Pepe était dans la voiture avec eux ce soir-là. À ce moment-là, j'ai senti que Diamond commençait vraiment à dire la vérité. Et j'étais convaincue qu'on tenait les suspects, qu'on était sur la bonne voie. On avait identifié tous ceux qui étaient dans la voiture le soir des meurtres. Et on avait parlé à 3 de ces 4 personnes. Il ne nous restait plus qu'à trouver James Hampton pour l'interroger. Ma sœur et moi, on a reçu un appel pour nous dire qu'Elo était à Yamakro. Et Gina m'a dit, Thaïs, faut qu'on aille à Yamakro. Il est là-bas. J'ai dit d'accord. Et on y est allé. Quand on est arrivé à Yamakro Park, il était sur le terrain en train de jouer au basket. Gina s'est approchée et lui a dit, j'ai besoin de te parler. This is a situation. When they pull up, they wanted to fight, you feel me? And I told them, I was like, y'all fight them,
I'm pulling straight off, you feel me? If I refused on letting them fight my, you feel me, why would I do something like that? Everybody screaming my name and I don't know nothing, just like I told you. Right. I had a pistol that night, you feel me? I don't got my pistol no more because everything that's going on, they told me I got 2 outstanding warrants on the news. I already know what one on for something that I did and somebody telling on me. We're just trying to get a better understanding of what's going on and what exactly happened. Et quand elle est allée lui parler, j'étais pas rassurée. Je me sentais pas à l'aise. Alors, j'ai décidé de filmer au cas où il dirait quelque chose d'intéressant. Et sinon, tant pis. Because all of a sudden, Kiana telling y'all to get out because y'all disrespect that girl house. And that's Kiana, what I told. only thing she tried to do was help them. Now all of a sudden, y'all getting kicked out, and my baby's found dead in the house. I knew Corey for years. And I told my sister and my mama what type of boy Corey was. My sister touched her heart and said it had to be an animal that took that boy's life. That man said it had to been an animal that had took 2 girls' lives. Thaïs m'a appelé pour me dire qu'elle venait de parler avec James Hampton à Yamakro et qu'elle avait enregistré la conversation. Et elle m'a dit qu'il était toujours là-bas. J'ai passé un appel radio pour dire aux unités que James Hampton, qui était suspect dans une affaire d'homicide, se trouvait à Yamakro. Et je leur ai dit d'être prudents, parce qu'on savait que James était très dangereux, probablement armé et susceptible de fuir. Il fallait absolument le neutraliser. Une fois que la mère et la tante des victimes nous ont dit qu'elles étaient allées parler à Hampton, on a décidé d'aller l'arrêter. Nos unités l'ont repéré sur le terrain de basket de Yamakro Village. Elles ont encerclé l'endroit, puis ont placé Hampton en garde à vue. Après l'arrestation de James Hampton, on a fouillé son domicile à Yamakro avec l'aide du SWAT. Metro Police, come out if you're in here. I'm at the stairs waiting for you. Go. 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 On a trouvé un étui à lunettes sur la table de nuit qui contenait des balles de 9 mm. Il fallait déterminer si c'était le même type de munition et si c'était les mêmes balles qui avaient servi au meurtre. Ils ont également retrouvé un téléphone. Il était temps d'interroger James Hampton pour avoir sa version. You said your nickname was what? They call me Ello. Ello. James était la pièce manquante dans cette enquête, donc je savais que cet interrogatoire était crucial. On a fait entrer James et on a commencé à lui poser des questions sur la nuit du meurtre. The night that it took place, you feel me? I came there. The girl Diamond texted me. She like, oh, what's up? I want some. You feel me? I want to chill, smoke, get high, drink, turn up. She texted that to my phone. You feel me? So I was like, I'm about to pull up. We pulled up. They jumped inside the car. We went, me and Pep, the boy Pepe. You know his real name? I don't know his real name, but we be calling him Pep. Okay. Pepe. Y'all pull up to where? The house in Carl Village where everybody got killed. So when we pull up, the girls, they hopped inside the car. What time was that? This was around by 11, 12 at night. You feel So me? it's just you and Pepe?
Yeah. And then y'all pick up Diamond and who? The girl in Jamaica? Il dit qu'ils sont partis et qu'à un moment donné, Kiana a appelé Jamaica et lui a dit « J'appelle la police, venez récupérer vos affaires, je veux plus de vous ici. » We got out the car, we were trying to figure out how we gonna fit the Benz inside the car. So what the girl name is with the dreads who got killed, Kiana? Okay. I started talking to Kiana. I'm like, Kiana, how much you want? He's like, how much they owe you? Kiana was like, it ain't even about the money. Them keep disrespecting me inside my house. They gotta go, they gotta go. I don't even want the money from them. Inside the house, was there a physical altercation? There was never a physical altercation. No fist thrown, no hair pulling? Ain't nobody never fought inside that house. If somebody would have fought in that house, I would have pulled off. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient, l'ont mis dans la voiture et sont partis. Puis ils sont allés à Yamakro dans l'appartement de James. Ils ont fait la fête tous les quatre. Do you have a gun? Nah. And You don't own any guns? I don't own no guns. James nous soutenait qu'il n'avait pas d'armes. Mais il avait des balles de calibre 9 mm dans un étui à lunettes dans sa chambre. Et on avait retrouvé des douilles de 9 mm sur la scène de crime. Je voyais bien que James n'était pas honnête à 100%, vu les munitions qu'il y avait chez lui. À la fin de l'interrogatoire, James a été placé en détention dans le cadre d'un mandat d'arrêt antérieur pour voie de fait aggravée. Je savais que j'allais avoir du pain sur la planche. Maintenant que James était en prison, on a recommencé l'enquête depuis le début. J'ai obtenu un mandat de perquisition pour fouiller son téléphone. On y a trouvé des preuves accablantes. James avait plusieurs photos de lui avec des armes dans son téléphone. Mais celle qui a particulièrement éveillé mon intérêt, c'était une photo qu'il avait prise à peine 1 heure avant les meurtres. C'était une photo de lui avec un pistolet high point à la main, ce qui était la marque de l'arme du crime. Et Thaïs avait enregistré sa conversation avec James à Yamakro et il lui avait dit qu'il avait une arme ce soir-là. I had a pistol that night. Feel me? But I don't got my pistol no more because everything that's going on. They told me I got 2 outstanding warrants on the news. Mais je n'avais toujours pas l'arme du crime. Je ne pouvais pas prouver qui avait tiré. Et je ne pouvais pas prouver que James ou Dwayne étaient revenus sur la scène de crime après être partis de la maison. Quand on est enquêteur, c'est frustrant. On sait qui est impliqué. Tous les indices pointent vers ces personnes. Mais on n'a pas de preuves concrètes les reliant directement au crime. Et puis on m'a informé qu'un détenu de la prison du comté détenait des informations concernant cette enquête. Ça m'a reboosté. Je savais que j'allais enfin avoir des réponses. And let's start by telling me, who have you been speaking with at the jail? My roommate, James Hampton. Are you actually in a cell with him? Yes. Okay. Is this him? Il faut toujours rester prudent avec les informations fournies par des détenus, parce qu'il y a souvent une motivation derrière. Il faut savoir faire la part des choses. Go ahead and just tell me what you guys have been speaking about. He told me, yeah, brother, look, I don't want to remember when you asking me about the murders or whatever, because you know me, I don't try to be nosy and stick my nose in people's business. But he was like, yeah, I did kill all 3 of them. I was like, no, and you know how kind of shocked me. As soon as he told me that, like my whole body got chill bumps and everything, you know. I was like, bro, so what happened? I said, well, it been an argument or something like that. He never told me what they argued about or nothing like that. Mais il se trouve que ce détenu ne demandait rien en échange de ces informations, ce qui tendait à me faire penser que ce qu'il racontait était probablement
La vérité. So he left and he went back to the house, knocked on the window to get Corey to come to the door. He said, when Corey came to the door, he walked to the back to see where the other two females was at, you know, basically pacing, seeing who all was in there. And but like this, they closed right here because he basically played them in the sense of letting them figure he was coming back to get the girls' clothes. And I guess once the guy Corey who pointed out their clothes or whatever, he told me, hey, boom, boom. He shot Corey twice. It was the female, one of the females trying to run, boom, boom. And he hit her. One female was balled up or something like that, boom, boom. He hit her. Basically, he said on his way running back out, he seen Corey, I guess, trying to crawl to the back door or crawl, and he made this look like he was dying or whatever. He hit him one more time and ran out the door. Les informations qu'il nous a fournies étaient très précieuses parce qu'il nous a dit que James avait un pistolet 9 mm high point et il se trouve que c'est le modèle de l'arme du crime. C'était le plus parlant. Le public n'était pas au courant. Les seuls qui savaient étaient le meurtrier et celui qui l'accompagnait. Les informations qu'il nous a fournies nous ont permis de savoir comment ça s'est déroulé exactement. Video footage of Jane Hampton Broom and 7 Charlie, cell number 12. Après cet interrogatoire, Ali s'est dit que ça valait le coup de demander un mandat de perquisition pour les cellules de James Hampton et Dwayne Abney. L'objectif, c'était de trouver des preuves qu'ils avaient échangées au sujet des meurtres, en prison et en dehors. On a retrouvé plusieurs lettres. L'une d'elles était adressée à Dwayne Abney, qui était aussi en prison, et lui expliquait dans l'ordre chronologique ce qu'il devait faire et ce qu'il devait dire concernant cette affaire. Ça confirmait bien qu'ils étaient complices dans ces meurtres. Pour nous, c'était la preuve qui enfonçait le dernier clou dans le cercueil. Même si on n'avait aucune preuve contre Diamond, j'étais persuadée qu'elle en savait plus que ce qu'elle disait. C'était important pour nous de la faire revenir pour l'interroger de nouveau. Donc on l'a fait venir de la prison et on a commencé l'interrogatoire. Mais elle lâchait rien. À un moment, on était sur le point d'arrêter parce qu'on n'avançait pas. Mais j'ai dit à mon collègue, maintenant qu'on l'a fait venir, autant continuer à l'interroger, on n'a rien à perdre. Donc on y est retourné et on a changé de tactique. On a opté pour la méthode douce. Et ça a marché. Plus on se radoucissait, plus elle se radoucissait. Et j'ai commencé à lui poser des questions sur son enfance, pour essayer de la connaître un peu mieux. Et elle m'a raconté comment elle s'était retrouvée à se prostituer à un jeune âge et tous les problèmes qu'elle avait eus dans son enfance. J'ai montré de la compassion et je lui ai dit que j'étais désolée qu'elle ait subi tout ça. I'm sorry you had that childhood that you had. I can't, like, personally, I can't even imagine. Like, it breaks my heart even to think about having to do the things that you've gone through. Et elle s'est mise à pleurer, ce qui m'a étonnée parce qu'elle avait l'air tellement inébranlable. It's okay. Elle se met à pleurer. Et c'est là qu'elle commence à craquer et à dire la vérité. So you and Jamaica got dropped off in Yamacraw, right? Like you said, like you guys got your clothes, you got dropped off in Yamacraw, you get out and go into his apartment, right? And then does he leave with Pepe? So it's just him and Pepe in the car? Okay. So then after you said they were gone, how long? 15 minutes. Okay. So he comes back like 15 minutes later and it's him and Pepe that come back? And then when did he tell you that he did it? Like, was it just you and him? Or like, when did he tell you that?
When he came back in the room. Who did he say in front of? He said it in my ear. Because when he came back, I was hugging up on him and stuff. And then he whispered in my ear and he said, I killed all of them. What did you say to him? I was like, why did you do that? I didn't tell you to kill him. What did he say? And he was just shaking and he was sweating. Cette déclaration est venue confirmer tous les éléments dont on disposait, et ça a permis d'avoir un dossier solide. C'était énorme. Donc, après avoir parlé aux enquêteurs et avoir étudié toutes les preuves, Diamond Butler, James Hampton et Dwayne Abney ont été inculpés pour les meurtres de Corey, Alexis et Kiana. La preuve principale contre Diamond, c'était ses aveux. Elle a raconté à quel point ça avait énervé James Hampton qu'elle se fasse expulser de la maison. Elle a dit qu'elle voulait aller canarder la maison. Donc, le fait qu'elle ait avoué avoir envoyé James Hampton pour, selon ses dires, seulement canarder la maison, suffit à la rendre complice des meurtres. Rien ne laissait penser que Jamaica était impliquée dans le crime. On estime qu'elle ne savait pas ce qu'il allait se passer. Au procès, James Hampton a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et il a été condamné à 3 peines à perpétuité consécutive sans possibilité de remise de peine, plus 35 ans supplémentaires. Dwayne Abney a été reconnu coupable de tous les chefs et condamné à 2 peines à perpétuité consécutive, plus une peine supplémentaire de 15 ans. Diamond Butler a plaidé coupable et a témoigné au procès. Elle a été condamnée à 90 ans de prison pour voie de fait aggravé et association de malfaiteurs en vue de commettre une agression. Aussi absurde que ça paraisse, je crois que le mobile de ces meurtres, c'était que James essayait de séduire Diamond et il a voulu l'impressionner. Je pense qu'on a obtenu justice pour Corey, Kiana et Alexis. Ça ne les fera pas revenir, mais je pense que les responsables ont été punis et que justice a été rendue pour la famille. Alexis avait les fossettes les plus adorables que j'ai jamais vues. Ça me fait sourire d'y penser parce qu'elle me remplissait de joie. C'était mon bébé. Elle me manque tellement. D'ailleurs, je lui parle toujours. Des fois, je suis dans la maison toute seule et j'entends du bruit. Je dis « Ça suffit, Alexis, sois sage ». Je sais bien qu'elle n'est pas là, mais je continue de lui parler. Je les prendrais dans mes bras et je leur dirais « J'aurais voulu pouvoir faire quelque chose pour empêcher ça. » Ah bon sang. Je leur aurais montré à quel point je les aimais. Et j'aurais passé beaucoup plus de temps avec eux si j'avais su qu'on leur ôterait la vie aussi jeunes. Mais ils sont mieux là où ils sont. Ils sont heureux. Ils sont en paix. Ils veillent sur nous de là-haut. Je l'espère. On a fait tout ce qu'on pouvait pour obtenir justice. La nuit est presque immobile sur cette portion perdue du Texas. L'obscurité n'est pas seulement l'absence de lumière, elle est une matière épaisse qui avale les distances et étouffe les sens. La route serpente entre des étendues sèches où le ventre et les sols sans jamais s'arrêter. À cette heure-là, personne ne devrait être là et pourtant. Une voiture est arrêtée sur les basses-côtes, moteur encore tidé. Portière entrouverte comme une bouche figée dans un dernier mot, à quelques mètres. L'herbe ondule doucement, rien ne bouge vraiment. Rien ne crie, rien ne corde. Mais quelque chose vient de se produire, quelque chose qui ne laissera presque aucune trace. Au même moment, une voix surgit dans la nuit. Elle est Hachi. Essoufflée, chargée d'une pure qui ne se cache pas. La voix d'un homme qui parlait trop vite, comme s'il manquait d'air ou de temps.
Une voix qui essaye de dire quelque chose d'urgent, mais dont les mots semblent se perdre avant d'atteindre leur destination. Au bout du fil, un opérateur écoute. Tente de comprendre, demande de répéter. Mais la voix continue, confuse, pressée, comme si celui qui parlait regardait sans se séparer dessous son épaule. Cet homme s'appelle Brandon Lawson ***. Il n'appelle pas pour raconter une histoire. Il appelle parce qu'il pense être en danger ou parce qu'il l'est déjà. Personne ne le sait encore, mais cet appel sera la dernière preuve indiscutable que Brandon Lawson était vivant cette nuit-là. La voiture, abandonnée sur le bord de la route, semble presque ordinaire, pas d'impact visible. Pas de sang, pas de lutte apparente. Les phares sont éteints, mais la scène n'a rien de paisible. Il y a quelque chose de profondément faux dans cette immobilité, comme si la réalité s'était arrêtée une fraction de seconde trop tôt. Là son derrière, elle est un décor incomplet. Brandon ne se trouve pas à l'intérieur. Il n'est pas allongé sur le siège. Il n'est pas effondré près du véhicule. Il n'est nulle part où l'on s'attendrait à trouver un homme qui aurait eu un accident ou qui aurait décidé de s'arrêter pour se reposer. Il est simplement absent. Comme s'il s'était évaporé. Quelque chose place tout. La nuit n'avait rien d'exceptionnel. Brandon roulait seul, avalant les kilomètres dans cette obscurité qu'il connaissait bien. Le Texas rural n'est pas tendre avec ceux qui s'y perdent, mais il n'est pas non plus un labyrinthe impénétrable. La route est droite, la campagne vaste, presque trop ouverte pour dissimuler quoi que ce soit, et pourtant, quelque part entre deux points sans importance. Tout cesse de régler. Quand Brandon appelle à l'aide, il ne dit pas simplement qu'il a besoin d'un dépannage. Il n'est pas le pas d'une panne banale. Ces phrases laissent entendre qu'il voit quelque chose. You quelqu'un, sa voix montait. Puis redescend, se brise parfois. Comme si la peur prenait le contrôle avant de le relâcher brièvement. Il parlait de poursuite. De gens, peut-être d'une armée. Les mots sont flous, mais l'émotion est limpide. Brandon n'est pas calme, Brandon n'est pas en sécurité. Si qui trouble, dès le départ. C'est cette impression étrange. L'homme au téléphone semblait convaincu qu'il ne survivra peut-être pas à cette nuit. Pourtant, rien dans le paysage ne correspond à un danger évident. Pas de ville, pas de ruelle sombre. Pas de foule hostile, seulement la route. L'herbe, le ciel noir. Lorsque les secours sont alertes, ils arrivent là où Brandon dit se trouver. Ils voient la voiture, ils voient le bas-côté. Ils voient le vide, mais ils ne voient pas Brandon. À ce stade, certains commencent déjà à penser qu'il est mort. La logique est simple, presque rassurante. Un homme seul de nuit, dans une zone isolée, peut-être un malaise, peut-être un accident, peut-être une fuite paniquée qui s'est mal terminée. Le corps doit être là quelque part. Il suffit de chercher. Sauf que le corps ne se montre pas. Les minutes deviennent des heures. Les heures deviennent des jours et la certitude d'un décès. C'est confortable au début, commence à se fissurer. Car la nuit de Brandon n'a pas laissé qu'une mort laisse habituellement derrière elle. Pas de traces évidentes. Pas de scène finale. Pas de conclusion. Seulement une voix. Cette voix, enregistrée, conservée, disséquée, deviendra le cœur battant de toute l'affaire. Elle sera écoutée encore et encore par des enquêteurs, par la famille,
par des inconnus. Chacun y entendra quelque chose de différent. Certains perçoivent des mots clairs là où d'autres n'entendent que du soufflet. Certains pensent comprendre ce que Brandon essayait de dire, d'autres affirment que son discours est altéré, difforme, peut-être même hallucine. Mais tous s'accordent sur un point, cette voix ne sonnait pas comme celle d'un homme déjà mort. Elle sonnait comme celle de quelqu'un qui se bat encore, dans l'obscurité texane. Les recherches commencent presque immédiatement, les faisceaux lumineux balayant les herbes hautes. L'espace écrasant la terre sèche, les voix appellent un prénom qui ne répond pas. Les chiens suivant des pistes qui s'évanouissent brutalement, comme si Brandon avait franchi une frontière invisible. Chaque détail renforce l'inconfort. Plus on cherche, moins on trouve. Et plus l'idée d'une simple disparition accidentelle devient difficile à soutenir. Si qui rend cette nuit insupportable, c'est l'absence de transition claire entre la vie normale et l'effacement total. Brandon n'a pas quitté une fête. Il ne cesse pas s'engager dans une zone connue pour être dangereuse. Il n'a pas annoncé un départ définitif. Il était là, puis il ne l'était plus. Dans l'esprit de ceux qui essayent de comprendre, une image commence à s'y former. Celle d'un homme qui a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir ou qui a cru le voir. D'un homme qui a quitté sa voiture parce qu'il pensait qu'il resterait plus dangereux que partir. Et qui, en faisant ce choix, peut être condamné. Mais cette image reste fragile. Elle n'explique pas tout. Elle n'explique pas pourquoi personne n'a entendu de cris, pourquoi aucun signe de lutte n'est visible. Pourquoi le terrain, pourtant ouvert, semble avoir avalé Brandon sans résistance. La nuit, elle garde le silence. À mesure que les heures passent, la peur change de forme. Elle n'est plus celle d'un danger immédiat. Elle devient une peur plus sourde. Plus profonde, celle de ne jamais savoir. Celle de se rendre compte qu'un être humain peut disparaître à quelques mètres d'une route fréquentée, sans laisser derrière lui autre chose qu'un enregistrement audio imparfait. Certains commencent à parler de panique extrême, d'autres évoquant des substances, des états mentaux altérés, mais même si ces hypothèses, aussi rationnelles soient-elles, ne suffisent pas à expliquer le vide. Elles tentent de donner une cause à l'inexplicable, sans jamais parvenir à combler le trou beyond l'ice par l'absence de Brandon. Car s'il avait perdu pied, s'il s'était effondré quelque part, il aurait fallu le retrouver si son corps était là. La douleur aurait été immense, mais elle aurait eu une forme. Une limitée, une fin. Au lieu de cela, la nuit continue de s'étendre. Chaque fois que l'on repasse cette scène dans sa tête, une question revient. Insistante, à quel moment exact Brandon a-t-il compris qu'il ne serait peut-être pas retrouvé? Était-ce avant de quitter sa voiture, pendant l'appel? Ou dans les dernières secondes, seul, au milieu de nulle part, quand la route cesse d'être un refuge et que l'obscurité a pris toute la place? Cette question n'a pas de réponse, et c'est précisément ce qui rend cette histoire si dérangeante. Brandon Lawson n'est pas un cadavre que l'on peut enterrer, il n'est pas un dossier que l'on peut fermer proprement. Il est une absence active, un manque qui continue de produire du sens, de la peur, des hypothèses contradictoires. Il est la preuve que la disparition n'est pas seulement un événement, mais un état qui peut durer indéfiniment. Cette première nuit ne se termine pas avec le lever du soleil. Elle s'étire, s'y prolonge, s'incruste dans les jours qui suivent. Car même lorsque la lumière revient,
Brandon ne revient pas avec elle. Et quelque part, dans l'air encore frais du matin texan. La route semblait toujours attendre quelqu'un qui ne viendra plus être jamais. La voix. Elle a resté. Suspendue dans le temps, ni tout à fait vivante, ni tout à fait morte. Une voix qui continue de demander de l'aide. Longtemps après que la nuit décide de ne plus répondre, le jour se lève sur le Texas comme il le fait toujours. Sans tenir compte de ce qui se passe pendant la nuit, la lumière efface les ombres. Rendu les distances plus lisibles, dans l'illusion que tout pouvait désormais être compris. Mais autour de la route où la voiture a été retrouvée, rien n'a changé. Le décor est le même. Le vide aussi. Pour ceux qui cherchent Brandon, la question n'est plus seulement où est-il astérisque. Mais astérisque est-il vraiment astérisque? Parce que pour comprendre comment un homme peut disparaître ainsi, il faut d'abord comprendre ce qu'il habitait avant que la nuit ne l'engloutisse. Astérisque Brandon Lawson. Astérisque n'était pas une silhouette anonyme perdue sur une route secondaire. Il avait une famille, des enfants, une compagne, une histoire faite de moments ordinaires. Mais aussi de tensions sordides accumulées au fil des années. Brandon n'était ni un aventurier ni un marginal. C'était un homme jeune, encore in construction, avec cette impression diffuse que quelque chose lui échappait toujours. Dans les souvenirs de ceux qui l'ont connu, Brandon apparaît comme quelqu'un de profondément attaché au sien. Mais souvent en lutte contre lui-même, il pouvait être présent. Affectueux, impliqué, puis soudain distant. Nerveux, comme si une inquiétude intérieure refusait de se taire. Cette dualité n'était pas spectaculaire, elle était discrète. Presque banale, et c'est précisément ce qui la rend importante. Car les disparitions ne commencent presque jamais dans le vide. Elles prennent racine bien avant l'instant où quelqu'un cesse d'être visible. Brandon vivait avec une pression constante, celle de devoir tenir, de rester fonctionnel, de ne pas s'effondrer. Les responsabilités s'accumulaient, les attentes aussi, et parfois, chez certaines personnes, cette accumulation crée une fatigue que rien ne soulage vraiment, pas même la mort des proches. La nuit de sa disparition n'est pas tombée sur un homme apaisé. Elle est venue frapper quelqu'un déjà sous tension. Les choses qui ont précédé son départ n'avaient rien d'exceptionnel en apparence. Pas de dispute spectaculaire. Pas d'adieu dramatique. Pas de décision annoncée. Brandon est parti comme on part souvent, sans imaginer que ce geste banal prendre la route puisse devenir irréversible. Mais dans les détails, quelque chose cloche. Ceux qui ont parlé avec lui ce jour-là évoquent un comportement plus agité que d'habitude, une nervosité mal définie. Une énergie désordonnée, difficile à interpréter. Rien qui justifie une alerte immédiate, mais suffisamment pour laisser une impression étrange après coup. C'est souvent ainsi que les histoires se réécrivent, si qui semblaient insignifiantes deviennent soudain lourdes de sens. Brandon n'était pas étranger aux moments de panique intérieure. Il connaissait ces instants où le corps s'emballait, où les pensées s'entrechoquent, où la réalité paraît soudain hostile sans raison évidente. Pour certains, si sont des tempêtes passagères. Pour d'autres, si sont des failles qui s'élargissent lentement. Si écrivent son cas si troublant, c'est ce que rien ne permet d'affirmer qu'il avait perdu pied. Et rien ne permet non plus d'affirmer qu'il allait bien quand il prend la route cette nuit-là. Il emporte avec lui tout ce qu'il est, ses forces, et ses fragilités, ses peurs non dites.
Et sur cette route sombre, ces éléments vont entrer en collision avec quelque chose, un événement. Une perception, une menace réelle ou imaginaire qui déclenchera la suite. Si n'est pas un hasard si, dans son appel, Brandon ne parle pas comme quelqu'un qui a simplement besoin d'aide mécanique. Sa voix porte une urgence existentielle. Il ne cherche pas seulement à être secouru, il cherche à être cru. Il y a, dans sa manière de parler, une détresse particulière, celle de quelqu'un qui sent que ce qu'il voit ou ressent pourrait être remis en question. Comme s'il savait déjà que ce mot serait rien dit séquence, mais en doute. Rationalizes, cette peut d'être incomprise transparaît dans chaque soufflet. Pour sa famille, cette voix est insupportable. Parce qu'elle ressemble à Brandon, et parce qu'elle ne ressemble pas à un homme délirant ou inconscient. Elle ressemble à quelqu'un qui essaie désespérément de transmettre une information avant qu'il ne soit trop tard, après la nuit. Les proches commencent à reconstituer le puzzle. Ils repassent les conversations, les messages, les souvenirs récents. Ils cherchent un indice, un signe annonciateur. Mais ce qu'ils trouvent, si n'est pas une rupture nette, c'est une continuité fragile. Brandon n'avait pas prévu de disparaître. Il n'avait pas organisé une fuite. Il n'avait pas laissé derrière lui une vie qu'il voulait abandonner. Et c'est précisément ce qui rend l'idée d'un choix volontaire presque impossible à accepter. Pourtant, l'absence forcée envisage toutes les hypothèses, même celles qui font mal. Certains se demandent si la panique au point de quitter sa voiture et de s'enfoncer dans la nuit, convaincus que rester était plus dangereux. D'autres imaginent une rencontre imprévue, un regard, une silhouette, un mouvement perçu comme une menace. Dans un esprit déjà sous pression, il suffit parfois d'être peu pour que la peur prenne toute la place. Mais ces scénarios restent abstraits. Ils n'expliquent pas pourquoi Brandon ne laisse aucune trace durable. Pourquoi le terrain, pourtant explore, semble l'avoir absorbé. Pourquoi les heures qui ont suivi n'ont livré aucune réponse claire. Plus le passé de Brandon est examiné, plus une chose devient évidente. Il n'était pas un homme destiné à disparaître dans l'indifférence. Sa disparition choquait précisément parce qu'elle contredit ce que l'on sait de lui. Elle ne correspond ni à son caractère, ni à ses projets, ni à ses lignes. Et c'est là que le malaise s'installe vraiment. Parce que si Brandon n'est pas parti de lui-même, et ce n'est pas simplement comme un accident visible, alors quelque chose d'autre s'est produit, quelque chose qui a interrompu brutalement le cours normal d'une vie déjà fragile. Mais c'est bien réel. La nuit de Brandon n'est plus seulement une énigme isolée. Elle devient le point de convergence entre un homme intention, un environnement hostile et une série de décisions prises dans l'urgence. Sous l'effet de la pure, c'est que la lumière du jour révèle. Si n'est pas la vérité, c'est l'ampleur du manque. Car plus on en apprend sur Brandon avant cette nuit, plus une certitude s'impose. Il n'était pas prêt à disparaître, et s'il a quitté sa voiture. S'il s'est aventuré dans l'obscurité, s'il n'était pas pour fuir sa vie. Mais pour échapper à quelque chose qu'il croyait immédiat, réel, est dangereux à mesure que cette idée prend forme. Une autre question surgit, plus inquiétante encore. Et si Brandon avait raison d'avoir peur, la route, désormais baignée de soleil, ne répond pas. Elle se contente de rester là, silencieuse, comme si elle savait que tout ce qui compte se joue bien avant l'aube. La nuit n'a pas disparu avec les lèvres du jour.
Elle s'est simplement déplacée. Elle est restée enfermée dans les minutes qui ont précédé la disparition de ***. Brandon Lawson ***. Dans cette zone flouée où le temps cesse d'être linéaire et devient instable, presque liquide. Pour comprendre ce qui s'est joué, il faut revenir à cette tranche précise de la nuit où tout commence à se déformer. Brandon roule depuis un moment déjà. La route est longue. Monotone, hypnotique. Les phares découpant le bitume et l'herbe sèche. Toujours la même image qui se répétait. Mais à l'intérieur de la voiture, quelque chose change. La tension monte, pas brusquement, lentement, comme une pression qui s'accumule derrière les tempêtes. Et un moment difficile à situer exactement. Brandon s'arrête. Ce n'est pas une arrêt net, violente. C'est une décision qui semble prise dans l'urgence mais sans panique visible. Il s'égare sur le bas-côte. Dans un endroit qui n'offre aucune protection particulière, comme s'il n'avait pas réfléchi à l'endroit. Comme si l'endroit n'avait aucune importance. C'est là que la chronologie commence à se fissurer. Les appels s'enchaînent à la famille d'abord. Puis au secours, les voix se croisant, se superposent dans les souvenirs. Chacun se souvient d'un détail différent. Une phrase, un mot, une intonation, et très vite. Si les souvenirs ne s'emboîtent pas parfaitement, Brandon parle vite. Trop vite. Il semble regarder autour de lui pendant qu'il parlait. Comme si rester immobile était dangereux. Ces phrases ne sont pas incohérentes. Mais elles sont incomplètes. Il dit qu'il est poursuivi. Ou qu'il croit l'être. Il évoque des silhouettes. Une présence, quelque chose qui ne devrait pas être là. À ce moment précis, personne ne sait encore si qu'il peut être réel ou non. Et cette incertitude va devenir l'axe central de toute l'affaire, car ce qui est troublant. Si n'est pas seulement ce qu'il dit, c'est la manière dont il le dit. Sa voix ne ressemble pas à celle de quelqu'un qui inventait. Elle ne ressemble pas non plus à celle de quelqu'un qui plaisante ou exagère. Elle est tendue, concentrée, presque stratégique, comme s'il essayait de transmettre des informations sous pression. Il ne crie pas, il ne pleure pas. Il lutte. Les minutes passent. Brandon quitte la voiture, s'y geste. Simple in appearance, deviant crucial. À partir de cet instant, tout ce qui aurait pu servir de point d'ancrage disparaît. La voiture reste là. Lui? Non, pourquoi sortir? Pourquoi ne pas rester à l'intérieur? Portez verrouillées. En attendant de l'aide, cette question reviendra sans cesser. Et chaque réponse possible ouvrait un scénario différent. Peut-être a-t-il cru que rester visible était plus dangereux que disparaître dans l'obscurité. Peut-être a-t-il entendu quelque chose, vu quelque chose. Peut-être a-t-il simplement paniqué à l'idée d'être coincé. Si qui est certain. C'est que Brandon s'éloigne suffisamment pour que sa trace commence déjà à se dissoudre, quand l'opérateur du 911 tente de clarifier la situation. La communication devient encore plus étrange. Brandon semble parler de gens, de mouvements, de menaces. Mais le lien est mauvais, les mots se coupent. Les silences s'étirent, et dans ces silences, l'imagination de ceux qui écouteront plus tard fera son œuvre, chaque seconde de cet appel sera analysée. Ralenti, amplify. Des voix seront entendues là où d'autres n'entendront que du bruit. Des phrases seront reconstruites à partir de fragments. Et plus sont intérêts de clarifier. Plus l'événement semblera se dérober.
pendency temps sur le terrain. La nuit continue. Brandon marche au court dans un environnement qu'il connaît mal. Le herbe est haute, le sol irrégulier. Les repères visuels sont presque inexistants. La route. Qu'il vient de quitter, devient rapidement une ligne lointaine. Moins rassurante qu'elle ne l'était quelques minutes plus tôt, c'est ici qu'elle a pu changer de nature. Elle n'est plus dirigée vers une menace précise, elle devient diffuse. Elle a envahi tout, s'il y a eu un moment où Brandon a hésité. Il a songé revenir vers la voiture. Si moment n'a laissé aucune trace. S'il a trébuché, chute. Reprise sa course, personne ne le sait. Le terrain n'en garde pas la mémoire, si qui rend cette phase de la nuit si dérangeante. Ce qu'elle pourrait avoir duré très peu de temps, quelques minutes. Peut-être moins. Et pourtant, c'est dans cet intervalle minuscule que toute sa vie semble s'être dissoute. Quand les secours arrivent enfin, ils arrivent trop tard pour la chronologie réelle, mais trop tôt pour accepter l'absence. Ils s'attendent à trouver un homme blessé, désorienté. Peut-être caché non loin. Ils trouvent une voiture vide et un silence compact. Ils appellent, ils s'éclairent. Ils avancent, rien. À mesure que les recherches progressent, une idée inquiétante commence à s'installer. Brandon n'a pas simplement disparu après l'appel, il a peut-être disparu astérisque pendant astérisque. Comme si la communication avait été le dernier fil qui les rattachait au monde visible, la nuit semble avoir agi comme un piège parfait. Pas violent, pas spectaculaire. Juste suffisamment vaste pour absorber un homme seul, et plus les heures passant. Plus une contradiction devient impossible à ignorer, Brandon a été entendu vivant. Conscient, mobile et portant. Aucune trace physique ne confirme qu'il ait continué d'exister après cet instant. La disparition n'est donc pas un événement ponctuel. C'est un glissement, une transition lente entre la présence et l'absence. Entre la certitude et le doute, ainsi stade. Ceux qui cherchent commencent à comprendre qu'ils ne reconstituent pas simplement une suite d'actions. Ils tentent de comprendre un état mental. Une perception altérée ou lucide, une série de décisions prises dans l'urgence absolue. Et au cœur de cette nuit déformée, une question persiste. Lancinante. Et si Brandon n'avait pas fui le danger, mais tenté de lui échapper au dernier moment? La route, désormais silencieuse, ne raconte rien, elle se contente de rester là. Témoin passif d'un instant où un homme a cessé d'être, localisable sans jamais cesser d'exister dans les esprits, la disparition est désormais complète. Mais elle n'a toujours pas de forme. Au matin, la zone semble trop calme pour contenir une disparition. La route est là, nuée, sans espérance. Le bas-côté est étroite. L'herbe sèche s'étend à perte de vue. Rien ne suggère qu'un homme souhaite volatiliser quelques heures plus tôt. Et pourtant, c'est précisément cette normalité qui inquiète. Les recherches commencent avec méthode. Les faisceaux découpant le terrain en bandes régulières, l'espace avance lentement. Presque respectueux. On s'attend à trouver quelque chose, un vêtement accroché. Une trace de chute, un signe de lutte. Minimi, mais le sol refuse de raconter une histoire claire. Il oppose une résistance muette, comme s'il avait été laissé par la nuit et les mémés. On appelait son nom. La voix se perd dans l'air chaud qui montait déjà. Personne ne répond à mesure que les heures passent. Une certitude s'impose, s'il y avait eu un accident simple.
Il aurait laissé des indices ou un corps. Même dissimulé, venait de passer trahi. Une blessure, même fatale. La liste Marx aurait si rien, pas de sang. Pas d'empreintes évidentes, pas de trajectoire lisible. La disparition semblait trop propre pour être accidentelle, trop silencieuse pour être violente, trop complète pour être ordinaire. Les chiens sont déployés. Ils suivent une piste fragile, hésitante, puis s'éteignent brutalement, comme si l'odeur avait cessé d'exister à un point précis, comme si l'homme qu'ils suivaient avait franchi une frontière invisible. Si moment quand la piste s'arrête marque un basculement. Jusqu'ici, on cherchait un homme. À partir de là, on cherche une explication. Les équipes élargissant le périmètre, on regarde vers les fosses, les buissons, les terrains voisins. On imagine des scénarios, une chute suivie d'une immobilisation. Une panique qui conduit à se cacher, une désorientation totale. Mais chaque hypothèse se heurtait à la même impasse. Rien ne vient de le tailler. C'est alors que la peur change de camp. Au lieu de s'inquiéter pour le homme disparu, on commence à douter du lieu lui-même. Comment un espace si ouvert peut-il avaler quelqu'un sans résidu? Comment un homme en mouvement peut-il disparaître à quelques dizaines de mètres d'une route sans laisser une trace exploitable? La logique vacille. Les certitudes osent. Très vite, une idée s'installe. Peut-être que l'erreur se situe dans la manière de chercher. Peut-être que le terrain n'est pas le problème. Peut-être que la disparition ne s'est pas produite là où l'on croit. Cette pensée est inconfortable, car elle remet en question le seul point fixe de l'affaire. La voiture. Justement, devient un symbole. Elle est le dernier objet certain, le dernier repère. Tout converge vers elle, est portante. Elle n'explique rien. À l'intérieur, rien d'anormal, pas de désordre, pas de signe de lutte. Elle donne l'impression d'un arrêt temporaire, pas d'une rupture définitive. Les enquêteurs s'y accrochent, car sans elle, il ne resterait presque rien. Dans les heures qui suivent, les témoignages sont recueillis. Des gens ont-ils vu quelque chose, entendu un cri? Aperçu une silhouette. Les réponses sont floues, tardives, imprécises. La nuit a été calmée, disent-ils. Trop calme. Personne n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Cette absence de témoins est presque aussi troublante que l'absence de traces. Elle transforme la disparition en un événement isolé. Sans regard extérieur pour le fixer dans la réalité. Au fil des jours, l'enquête prend une forme étrange. Elle n'avance pas en accumulant des preuves, mais en éliminant des possibilités. Pas de collision, pas de chute évidente, pas de preuve d'une altercation immédiate, pas de signe d'une fuite planifiée. Si qui reste. C'est un homme qui a quitté sa voiture et qui n'a jamais se rêve. Pour la famille, l'attente devient une épreuve lente, corrosive. Chaque appel fait sursauter, chaque information. Même insignifiante, ranime l'espoir. Et chaque journée sans résultat creuse un peu plus le doute. On veut croire qu'il est vivant. Quelque part, mais plus le temps passe. Plus cette croyance s'est heurtée au silence. C'est à ce moment-là que l'affaire commence à être regardée autrement. Non plus comme une recherche urgente, mais comme un mystère. Un dossier qui se passe non pas de faits, mais des questions. La voix enregistrée, déjà, prend de l'importance. On la réécoute.
On la compare au terrain. On se demande si ce qu'il décide correspond vraiment à l'endroit où il se trouvait. S'il parlait de la route, de l'herbe, ou de quelque chose que personne d'autre n'a vu. Peu à peu, une hypothèse dérangeante apparaît. Et si Brandon n'avait pas disparu après que les secours ont été alertés? Mais astérisque avant astérisque qu'ils ne puissent intervenir efficacement. Et si le thème réel de la disparition avait été si court qu'aucune réponse humaine n'aurait pu l'empêcher? Cette idée est difficile à accepter, car elle implique une forme d'impuissance totale. Elle suggère que, malgré les appels, malgré la mobilisation, l'issue était peut-être déjà scellée. Mais même cette hypothèse laisse un vide. Elle n'explique pas comment un homme peut se faire ainsi. Sans laisser derrière lui la moindre certitude matérielle, à mesure que les jours s'accumulent, la recherche se transforme en veille, on surveille. On espère, on attend un signe qui ne vient pas. La route retrouve son trafic habituel, les champs reprenant leur immobilité tranquille. La vie continue autour d'un point fixe où rien n'a été résolu, est au centre de ce point. Il n'y a pas un corps, il n'y a pas une scène. Il y a une absence. Cette absence devient le cœur de l'affaire. Elle attire les hypothèses, les théories, les interpretations. Elle résiste à toutes les tentatives de la combler. Plus on cherche à la comprendre, plus elle s'approfondit. À ce stade, une chose est claire. Si Brandon est mort, il est d'une manière qui refuse de se laisser prouver. Et s'il est vivant, alors il a franchi un seuil que personne ne sait identifier. La recherche, désormais, ne consiste plus seulement à retrouver un homme, elle consiste à comprendre comment la réalité peut se fissurer au point de laisser disparaître quelqu'un en pleine nuit. Sans bruit, sans trace, sans conclusion, et cette question, une fois posée, ne cessera plus de hanter jusqu'à se confronter. À mesure que l'enquête piétine, le vide laisse par Brandon cesse d'être neutre. Il devient actif, il appelle des explications. Et si ces explications, faute de preuves solides, prennent une teinte de plus en plus sombre, si n'est plus seulement ou est-il astérisque qui obsédé? Mais astérisque c'est qui a pu lui arriver astérisque surtout. Astérisque c'est que l'on n'ose pas regarder en face astérisque. Très vite, les hypothèses s'installent. Elles ne surgissent pas toutes en même temps, elles avancent à tour de rôle. Chacune semblant, un instant, offrir une cohérence que les autres n'ont pas, puis celles se fissurent. Laissons place à la suivante. La première est presque rassurante par sa simplicité. L'accident. Brandon aurait quitté sa voiture. Panique, désorienté. Et se serait blessé mortellement quelque part hors de vue. Peut-être une chute. Peut-être un malaise. Peut-être une combinaison des deux. Cette hypothèse permet d'imaginer une fin. Même si elle est tragique. Mais elle se heurte à une résistance obstinée, l'absence de course. Malgré les recherches répétées, malgré le terrain ouvert, malgré les temps qui passent, l'accident sans trace commence à ressembler à une explication commode plutôt qu'une vérité. Vient ensuite l'hypothèse de la panique extrême. Brandon aurait cru être poursuivi. Il aurait interprété des ombres, des bruits, des mouvements comme des menaces réelles, son esprit. Sous pression, aurait amplifié chaque sensation. Dans cette version, la nuit devient l'ennemi. Le danger n'est pas extérieur, mais intérieur.
Cette hypothèse dérange, car elle remet en question la fiabilité de la voix que tout le monde a entendue. Elle suggère que ce qui semble être urgent ne l'était peut-être pas. Pourtant, quelque chose résiste là aussi. La peur de Brandon ne ressemble pas à une confusion totale. Elle est structurée, directionnelle. Il agite, décide. Appelle, se déplace. Il ne se contente pas de fuir aveuglément, et surtout, même une panique ne fait pas disparaître un corps. Alors une autre idée, plus inconfortable encore, commence à circuler. Et si Brandon n'avait pas été seul cette nuit-là, l'idée d'une intervention humaine pleine sans jamais se poser clairement. Personne ne parlait ouvertement d'agression au début. On évoque plutôt une rencontre imprévue, un mauvais endroit, un mauvais moment. La route, après tout, n'est pas totalement isolée. Des véhicules passants, des gens circulant. Il suffit d'un croisement malheureux pour que tout bascule. Mais là encore, l'absence de témoins complique tout. Personne n'a vu Brandon monter dans un autre véhicule. Personne n'a entendu de lutter. Et surtout, rien dans la voiture n'indique une interaction forcée. Pas de portière arrachée, pas d'objets déplacés, pas de chaos. La hypothèse humaine reste donc suspendue. Comme une ombre sans contour précis. Assis steady. Une chose devient claire. Chaque explication rationnelle exige des preuves qui n'existent pas. Et chaque tentative de combler le vide ne fait que l'agrandir. C'est alors que l'appel au 911 revient au centre de toutes les discussions. Il n'est plus seulement un témoignage, il devient une énigme sonore. On l'écoute à nouveau, encore et encore. On isole les bruits de fond, on ralentit certaines phrases. On débat sur un mot, on a respiration, on silence. Certains entendent Brandon dire qu'il les encercle. D'autres pensent qu'il parlait d'une seule personne. D'autres encore affirment qu'il décrit une situation complètement différente. Chaque interprétation révèle autant sur que lui qui écoutait que sur ce qui est réellement enregistré. La voix devient un terrain de projection. Pour la famille, ces hypothèses sont une violence supplémentaire. Chacune implique une fin différente, mais aucune n'offre de certitude. Elles oscillent entre l'idée d'un accident absurde, d'une peur intérieure incontrôlable, ou d'une rencontre qui aurait été mal tournée, et dans chacune de ces versions. Brandon est à la fois victime et acteur involontaire de sa disparition. Ce qui choque le plus, c'est la facilité avec laquelle certains théorisent, tentant de refermer le dossier sans le résoudre, comme si nommer une cause suffisait à effacer l'absence. Comme si l'inconfort du mystère était plus difficile à supporter que l'idée d'une vérité non prouvée. Mais l'affaire refuse de se laisser enfermer. À mesure que le temps passe, les hypothèses se superposent au lieu de se remplacer. Elles coexistent, elles contredisent, s'alimentent mutuellement. L'accident ne suffit pas. La panique n'explique pas tout. L'intervention humaine manque de preuves. Et pourtant, quelque chose a bel et bien interrompu le cours normal de la nuit. Dans ce brouillard explicatif, une question commence à émerger. Plus profonde que les autres. Et si la disparition de Brandon n'était pas le résultat d'un seul événement, mais d'une chaîne de décisions prises dans un contexte de peur, de fatigue et de confusion. Cette question n'apporte pas de réponse immédiate. Elle complique encore le tableau. Mais elle a le mérite de ne pas réduire Brandon à une caricature ni celle d'un homme perdu, ni celle d'une victime passive. Car au cœur de toutes ces hypothèses, il y a un être humain réel.
Avec une voix, des choix, des emotions, un homoque. À un moment précis, a estimé que quitter sa voiture était la meilleure option possible. Et qui, en faisant ce choix, s'engage dans une situation dont personne ne parvient à reconstituer l'issue, la nuit. Dans cette perspective, cesse d'être un simple décor. Elle devient un acteur, elle amplifie les peurs. Elle efface les repères. Elle transforme des décisions ordinaires en bifurcations irreversibles. Plus on explore ces espaces sombres, plus une chose devient évidente. Aucune d'elles n'offre de consolation. Chacune retire quelque chose. La certitude, l'espoir, la compréhension est à leur place. Il ne reste qu'un sentiment persistant de malaise, car si Brandon a disparu à cause d'un enchaînement d'événements ordinaires. Alors cela signifie que la frontière entre la normalité et l'effacement est plus fragile qu'on ne veut l'admettre. Et si, au contraire, quelque chose d'exceptionnel s'est produit, alors si quelque chose laisse étonnamment peu de traces, dans les deux cas, la conclusion est la même. La disparition de ** Brandon Lawson ** résiste à toute tentative de simplification. Elle les oblige à regarder en face une réalité dérangeante et celle où toutes les hypothèses sont possibles, mais aucune n'est suffisante. Et plus cette réalité s'impose, plus la voix entendue cette nuit la cesse d'être un appel isolé. Elle devient un avertissement, une preuve fragile que, parfois, la vérité ne se cache pas derrière une explication unique. Mais dans l'impossibilité même de choisir entre elles la nuit, elle continue de garder ses secrets. Et chaque hypothèse, au lieu de les révéler, semble les enfoncer un peu plus profondément dans l'obscurité, à force de ne rien trouver sur le terrain. L'enquête finit par se replier sur ce qui reste, et ce qui reste. C'est une voix. L'enregistrement de l'appel devient plus qu'un élément du dossier. Il devient une obsession. On ne cherche plus Brandon dans les herbes les fosses, mais dans les silences, les respirations, les microfractures du son, là où les réels. Peut-être, elle a une empreinte involontaire. La voix de ***, Brandon Lawson *** n'est pas celle d'un homme qui raconte après coup. Elle est celle de quelqu'un qui vit l'instant. Elle tremble parfois, mais elle ne s'effondre jamais complètement. Elle est accélérée, ralentit, s'interrompt, comme si Brandon devait être sans cesse arbitraire entre parler et survivre. Plus on l'écoute, plus une chose frappe. Il n'emploie pas le langage de l'abandon. Il ne dit pas qu'il est perdu. Il ne dit pas qu'il va mourir. Il décrit une situation. Il essaie de la faire comprendre, comme s'il pensait que la clotte pouvait encore le sauver. Les analystes amateurs, les enquêteurs, les proches, tous entendent quelque chose de légèrement différent. Certains perçoivent une logique cachée dans ces phrases. D'autres y entendent un chaos intérieur, mais presque tous ressentent la même chose. Brandon ne semble pas délirer au hasard, il réagit. Dans l'appel, il y a des pauses. Des moments où il cesse de parler non pas parce qu'il n'a plus rien à dire, mais parce qu'il écoute. Si silences sont peut-être plus révélateurs que les mots, ils suggèrent un environnement actif. Mouvante, quelque chose ou quelqu'un qui exige son attention immédiate. À plusieurs reprises, sa voix change de registre. Elle devient plus basse, plus continue. Comme si Brandon tentait de se faire discrète, cette modulation, subtle mais réelle, alimente une question dérangeante.
Se cachait-il? Si oui. De quoi? D'un danger réel au percu. D'un bruit, d'une présence humaine. Ou simplement sa propre pure amplifiée par l'obscurité. Chaque tentative d'interprétation ouvrait une brèche nouvelle. On isole des mots, on discute de leur sens exact. Un terme mal compris peut faire basculer toute la lecture de l'événement, et pourtant. Même lorsque l'on croit saisir une phrase avec certitude, elle ne suffit jamais à expliquer la suite. La voix est claire sur un point. Brandon est en mouvement. Il n'est pas immobile, il se déplace. Elle observe. Il ajuste son comportement. Si detail est crucial, car il exclut certaines hypothèses simplistes. Il n'est pas inconscient, il n'est pas figé par la peur. Il agite, et pourtant, malgré cette activité, malgré cette lucidité apparente, la voix ne parvient pas à créer un lien solide avec ceux qui l'écoutent. Elle se heurte à l'incompréhension technique. Humaine, contextuelle. Comme si Brandon parlait depuis un endroit légèrement décalé de la réalité commune, si décalage déviant le cœur du malaise. Car si Brandon voyait réellement quelque chose, alors si quelque chose n'a laissé aucune trace observable. Et s'il ne voyait rien de réel, alors sa perception a été suffisamment puissante pour dicter ses actes jusqu'à l'effacement complet. Dans les deux cas, la voix ne mène pas. Elle témoigne, à force d'être écoutée. Elle perd son caractère strictement informatif. Elle devient émotionnelle. Elle fait naître une proximité troublante avec un homme que l'on n'a jamais vu. Elle donne l'impression que Brandon est toujours là. Coincé dans cette nuit, répétant indéfiniment les mêmes mots. Les mêmes silences pour la famille. Cette voix est une blessure ouverte. Elle est à la fois une preuve de vie et un rappel de l'échec. Chaque écoute réactive la même question sans réponse. Pourquoi personne n'a-t-il pu l'atteindre à temps? Ce qui est le plus difficile à accepter, c'est ce que la voix ne mène nulle part. Elle ne révèle pas un lieu précis. Elle ne donne pas une direction claire. Elle n'ouvre pas une piste décisive. Elle se contente d'exister. Suspendue comme un fragment arrache à la réalité. À ce stade de l'histoire, la disparition de Brandon cesse d'être uniquement spatiale. Elle devient perceptive. Il n'est plus seulement introuvable sur une carte. Il est introuvable dans une interprétation unique. Chaque écoute crée une version différente de la nuit. Et cette multiplicité commence à peser, car plus on analyse la voix, plus on comprend que le problème n'est pas si qu'elle contient, mais si qu'elle ne permet pas de trancher. Elle maintient Brandon dans un état intermédiaire, ni victime évidente, ni homme simplement désorienté, ni acteur d'une fuite consciente. Il devient une présence paradoxale, audible, mais invisible, proche, mais inaccessible. La voix finit par prendre une dimension presque symbolique. Elle incarne cette frontière fragile entre la réalité partagée et l'expérience individuelle. Elle rappelle que deux personnes peuvent vivre le même lieu, les mêmes moments, et on peut se voir des mondes radicalement différents. Si Brandon a vu un danger, alors ce danger n'appartenait peut-être qu'à lui. Et s'il a perdu quelque chose de réel, alors le monde est écoué à le reconnaître à temps. Dans les deux cas, la voix marque un point de non-retour. Elle est la dernière chose que Brandon a laissée derrière lui qui soit incontestablement vrai, tout le reste est interpretation. Hypothèse, projection. À partir de là, l'enquête ne progresse plus vers une résolution. Elle s'enfonce dans une zone plus trouble, où l'on ne cherche plus seulement ce qui est arrivé, mais ce que cela signifie.
La nuit de Brandon ne se termine pas avec la fin de l'appel. Elle se prolonge dans chaque écoute, chaque analyse. Chaque silence entre deux mots est plus en train d'en extraire une vérité définitive. Place elle se dérobe. La voix. Elle continue de parler. Pas parce qu'elle apporte des réponses, mais parce qu'elle refuse de laisser le mystère se refermer. Et c'est peut-être là sa fonction la plus dérangeante. Rappeler quoi? Parfois, ce qui reste n'est pas une explication, mais une présence insistante, incapable de disparaître aussi complètement que l'homme qui l'a produite. Quand la voix s'éteint, il ne reste pas un silence simple. Il reste un silence habité, un silence qui se glisse dans les conversations, dans les repas, dans les nuits trop longues. Un silence qui n'a pas la forme d'une conclusion, mais celle d'une attente interminable. Pour ceux qui aiment Brandon, la disparition n'est pas un événement de passe. C'est une présence quotidienne, une sorte de pièce invisible dans la maison. Toujours occupée, toujours froide. On se surprend à écouter des bruits qui n'existent pas, à regarder l'écran du téléphone comme si la lettre s'allumait toute seule. À imaginer un scénario, n'importe lequel. Tant qu'il permet de repousser l'idée la plus insoutenable, celle que Brandon pourrait ne jamais revenir. La famille apprend vite que l'absence n'a rien d'abstrait, elle a une poésie. Elle fatigue, elle change les visages et les gestes. Elle transforme les personnes en guetteurs, en archivistes, en survivants. Au début, il y a le mouvement, l'énergie brute. Le besoin de faire quelque chose, n'importe quoi. Pour lutter contre l'impuissance, on imprime des photos. On répète le nom de Brandon jusqu'à l'user. On appelle, on cherche, on marche, on retourne sur place, là où la route se confond avec le paysage. Là où la voiture a été retrouvée, comme si revenir suffisait à rouvrir les temps. À inverser la disparition, mais le lieu ne rend rien. Il ne rend pas une chaussure, pas un vêtement. Pas une certitude. Il se contente d'être un lieu. Et c'est ce qu'elle a qui rend toute place cruelle. Le monde n'a pas changé. Lui, avec les jours. Les recherches s'organisent autrement. Elles deviennent une routine étrange. Un mélange d'espoir et de discipline. On apprend des mots qu'on n'aurait jamais dû apprendre. Périmètre, secteurs, balayage, coordonnées. On comprend que chercher, si n'est pas seulement marcher. C'est se battre contre l'oubli, contre la fatigue, contre la tentation de croire que tout est déjà fini. Et dans cette lutte, il y a des détails qui reviennent, toujours les mêmes. Comme des aiguilles dans la peau, la dernière conversation. La dernière fois qu'on l'a vu, le temps de savoir. La vitesse à laquelle tout cesse de fondre. La vie auto continue pourtant. Les gens vont au travail. Les enfants grandissant. Les saisons changeantes est au milieu de cette continuité. La disparition de Brandon agit comme une anomalie permanente, comme un trou dans la réalité que rien ne vient refermer. L'absence force à vivre dans un temps casse, un temps qui ne se compte plus en jours. Mais en sens nouvelles, un temps qui transforme chaque anniversaire. Chaque fête, chaque moment heureux une épreuve cachée. Parce qu'il y a toujours la même pensée, sous la surface. Astérisque, il devrait être là, astérisque. Les proches de Brandon doivent aussi affronter une autre forme de violence, plus saude. Celle du regard extérieur, les gens voulant comprendre.
Les gens posent des questions. Parfois, ils compatissent. Parfois, ils jugent. Parfois, ils se lassent. Ils veulent une histoire simple, une fin claire. Ils cherchent un coupable, une cause, un scénario. Mais la famille n'a pas de scénario définitif à offrir. Elle n'a qu'une absence, et cette absence, avec le temps, attire les séries comme une lumière attire les insectes. Des inconnus proposent des explications, certains parlent avec assurance, comme s'ils connaissaient la vérité mieux que ceux qui vivent la douleur. D'autres avancent des hypothèses qui, même quand elles se veulent bienveillantes, différentes. Il y a des mots qui blessent davantage que le silence, des mots qui transforment Brandon en idée, en rumeur, en objet d'analyse. Des mots qui réduisent sa vie à une seule nuit, à une seule appel, à une seule interprétation. Pour la famille, la lutte devient double. Il faut chercher Brandon. Et il faut protéger Brandon, protéger son image, sa mémoire, son humanité. Protéger l'idée qu'il n'était pas un mystère avant d'être un disparu, qu'il était un homme complet, avec des jours ordinaires, des rires, des contradictions, des projets. Cette protection est une forme d'amour, et comme toutes les formes d'amour, elle coûte cher à mesure qu'elle est moins passante. Le dossier devient plus lourd, non pas parce qu'il se remplit de preuves, mais parce qu'il s'entoure de couches d'hypothèses, d'analyses, de discussions. Brandon devient un homme que d'autres prononcent, un cas que d'autres racontent, seulement en son existence dans le monde. Mais cela la déforme aussi. Les proches apprennent à vivre avec cette contradiction. Avoir besoin que l'histoire reste visible tout en souffrant de la manière dont elle est regardée. Il y a aussi les moments de creux, ceux dont on parle rarement. Les jours où l'on n'a plus la force d'appeler, les semaines où l'on ne reçoit rien. Les périodes où la recherche s'éteint sans qu'on les décide, simplement parce que le corps et l'esprit ne peuvent pas se tenir indéfiniment dans l'urgence. Dans ces moments-là, la disparition devient une solitude. Une solitude entourée de gens, parce que personne ne sait vraiment quoi dire à quelqu'un qui ne peut ni faire son deuil, ni garde l'espoir intact. L'espoir, Jailhouse, change de forme. Au début, il est brûlant. Presque naïf, Brandon est vivant. Il va revenir, il va appeler. Puis il devient plus prudent, plus discret. Il ne se dit plus à voix haute, il se cache dans des gestes. Garde un numéro de téléphone actif, laisse une lumière extérieure allumée. Conserve certains objets sur leur place, et enfin. Parfois, il devient une chose étrange, presque douloureuse, un espoir sans image. Un espoir qui n'ose plus imaginer la scène du retour, parce que l'imaginaire ferait trop mal si elle ne se produit pas. Il reste malgré tout, parce qu'il renonce totalement. C'est accepte une fin que personne n'a le droit de déclarer, pendant ces temps. La famille continue de revisiter la nuit, encore et encore. Elle tourne autour des mêmes points. La route, l'appel, la voiture. Les minutes perdues. Elle cherche une phrase qui aurait été mal comprise. Un détail qui aurait échappé à tous. Parfois, un simple mot entendu différemment suffit à relancer une piste dans l'esprit, à raviver l'impression qu'on était proche d'une réponse. Mais les réponses ne viennent pas. Et c'est là que la disparition devient transformatrice. Comme une blessure qui change la peau, elle modifie la manière de regarder le monde.
La route n'est plus une route, elle devient un lieu où tout peut se briser. La nuit n'est plus un simple moment de la journée. Elle devient un territoire où l'on peut perdre quelqu'un sans témoin. Même la notion de sécurité se fissure, parce que si Brandon peut disparaître sur une basse-côte. Dans un espace ouvert, alors qu'est-ce qui protège vraiment les autres? Qu'est-ce qui garantit que la normalité ne peut pas se transformer en quelques secondes? Un cauchemar sans issue, la famille n'a pas seulement perdu une personne. Elle a perdu une forme d'innocence, l'illusion que le monde est cohérent. L'illusion que tout a une cause visible. L'illusion qu'un appel à l'aide déclenche forcément un sauvetage. À mesure que ces illusions tombent, quelque chose de plus sombre s'installe. La culpabilité, elle se glisse partout. Mais là où elle n'a pas sa place, astéris si j'avais appelé plus tôt, si j'avais insisté, si j'avais été là, si j'avais compris, ces phrases deviennent des réflexes. Non pas parce qu'elles sont phrases, mais parce qu'elles donnent l'impression d'un contrôle perdu. La culpabilité est souvent une manière de croire que l'on aurait pu empêcher l'inévitable, parce que l'impuissance est insupportable. Cette culpabilité s'ajoute à une autre douleur, plus froide. La colère contre la lenteur, contre les limites des recherches, contre les zones d'ombre, colère contre les interpretations faciles, colère contre l'idée que Brandon puisse devenir une casse-classe dans une liste, alors qu'il est une vie qui manque. Cette colère, parfois, fait tenir debout. Elle donne de l'énergie là où la fatigue voudrait tout effondrer. Elle pousse à continuer, à parler, à rappeler le nom de Brandon, à refuser l'effacement. Mais la colère épuise aussi. Elle brûle de l'intérieur et quand elle retombe, il reste la tristesse brute, sans protection. Il y a des moments où la famille doit faire face à l'inhumain, l'idée que, quelque part, Brandon est peut-être un corps que personne n'a vu, ou un vivant que personne n'a trouvé. Ces deux possibilités sont terrifiantes de manière différente. L'une est une fin sans cérémonie, l'autre est une survie sans secours. Dans cet entre-deux, la douleur est particulière. Elle n'a pas de rituel, elle n'a pas de point final. Elle est suspendue, comme un souffle qu'on retient trop longtemps. Plus le temps passe, plus les proches comprennent que le pire n'est pas seulement ce qui est arrivé à Brandon. Le pire, c'est ce que la disparition fait aux vivants. Elle les place dans un état où chaque décision devient chargée, où chaque moment de bonheur devient suspect. Comme s'il trahissait l'absence, où chaque rire peut soudain se briser parce qu'un souvenir traverse l'esprit. Et pourtant, malgré tout, la vie continue, pas parce qu'on oublie. Parce qu'on n'a pas le choix. On apprend à vivre avec un fantôme qui n'est pas son esprit. Mais une question qui se déplace avec vous. Qui s'assoit à votre table, qui vous accompagne au travail, dans la voiture, dans le lit, dans les nuits où l'on se réveille sans raison. Cette question porte un nom. Brandon. Dans cette partie de l'histoire, il ne s'agit plus de cartes ou de chiens de recherche. Il s'agit de l'impact réel. Humain, irréversible. Il s'agit de ce que la disparition laisse derrière elle, des vies réorganisées autour d'une absence, des relations tendues par l'attente, une mémoire qui refuse de se stabiliser parce qu'elle n'a pas de conclusion. Et c'est dans cette tension entre la nécessité de continuer et l'impossibilité d'accepter que la disparition devienne un mécanisme cruel. Elle n'est pas seulement une fois. Elle recommence chaque jour.
dans la vie de ceux qui attendent. Pourtant, même au milieu de cette fatigue, quelque chose persiste. Une forme de résistance, un refus de laisser la nuit gagner complètement. Ce refus tient parfois à un détail minuscule, une photo qui reste accrochée. Une chanson qui rappelle Brandon. Un souvenir raconté à un enfant qui n'a pas connu son père mais qui doit savoir qu'elle existe. Cette résistance est silencieuse, elle n'a rien d'héroïque. Mais elle est immense, parce qu'elle se répète sans récompense. Et dans ce refus, il y a une vérité que la disparition n'a pas réussi à effacer. Brandon n'est pas seulement un mystère. Il est une présence qui continue de modeler le monde des vivants. C'est cela, peut-être, l'aspect le plus déstabilisant de cette histoire. La disparition n'a pas terminé Brandon. Elle la disperse dans les voix, dans les souvenirs, dans l'attente, dans les questions. La route n'a pas rendu son corps. Mais elle n'a pas réussi à rendre son existence inexistante, et à mesure que l'histoire avance. Une autre idée commence à se former, plus grave encore. Comme une ombre derrière l'ombre, si Brandon n'a pas été retrouvé. Ce n'est peut-être pas seulement parce que l'on n'a pas à se chercher. C'est peut-être parce que la vérité elle-même est. Cette nuit-là a pris une forme que personne n'était prêt à reconnaître. Et cette idée prépare le dernier chapitre, celui où l'on ne cherche pas seulement Brandon dans le monde, mais dans ce que sa disparition dit de nous de nos limites, de nos peurs, et de la manière dont une vie peut être effacée sans que le monde s'arrête. Il y a une façon particulière dont une histoire se termine quand elle ne se termine pas. Elle ne s'arrête pas sur une scène finale, ni sur un verdict, ni sur une date gravée dans une pierre. Elle s'arrête sur une habitude, celle de regarder la nuit autrement, celle de mesurer les distances différemment, celle de comprendre, trop tard, que l'on peut perdre quelqu'un sans le perdre officiellement, dans le cas de * Brandon Lawson ***. La dernière certitude n'est pas un lieu, si n'est pas un objet, si n'est même pas un témoignage, la dernière certitude. C'est un moment sonore, une voix qui traverse le temps et refuse de se laisser classer. Et c'est là que l'histoire bascule dans quelque chose de plus vaste que les faits divers, parce qu'à ce stade, l'affaire Brandon Lawson ne parle plus seulement d'un homme qui disparaît. Elle parle d'un monde qui laisse disparaître. On aime croire que la réalité est stable, qu'elle est construite sur des règles visibles. Si quelqu'un tombe, on le retrouve. Si quelqu'un crie, quelqu'un répond. Si quelqu'un appelle, une aide arrive. Si les croyances sont plus que des idées, si sont des protections mentales, elles nous permettent de dormir, elles nous permettent de prendre la route sans penser à l'impensable. Mais dans cette nuit texane, si les protections ont cédé, Brandon a appelé. Il a été entendu. Il a été localisé approximativement. Et pourtant, il glisse hors du monde accessible, non pas comme dans un film, non pas dans un spectacle, mais dans une banalité terrifiante. Une route, une obscurité, un temps de réponse, une suite d'événements qui ne laissent aucune scène à montrer. La disparition devient alors une faille dans la manière dont on comprend la sécurité. Elle rappelle que le danger n'a pas toujours besoin de se présenter sous une forme claire. Il peut être un enchaînement, un environnement, une épure, une décision prise en quelques secondes. Et ce qui effraie le plus, ce n'est pas seulement l'idée de mourir. C'est l'idée de disparaître, mourir. Dans notre esprit, à une forme
un corps, un rituel, une preuve disparaître. C'est être privé de tout cela. C'est être retiré du monde sans que le monde puisse même confirmer votre départ. Pour la famille, cette impossibilité est une torture lente. Pour le public, c'est une fascination. Et c'est ici qu'il faut regarder une vérité moins confortable. La fascination pour ces histoires vient souvent de sequels révélant en nous. Elles nous montrent une version du monde où notre contrôle n'existe pas. On écoute l'appel de Brandon et on se dit Asterisk moi, j'aurais fait autrement. Asterisk, on imagine des décisions plus rationnelles, des gestes plus sûrs. C'est une réaction humaine. C'est une manière de se protéger, de se convaincre que l'on aurait pu éviter la chute. Mais cette protection est fragile. Parce que la nuit ne prévient pas. Parce qu'un instant de panique suffit à briser une logique. Parce que l'environnement peut devenir hostile sans le déclarer. Parce que le corps, parfois, réagit avant la pensée. Et parce que dans certaines circonstances, on n'existe pas de bonnes décisions. Seulement des décisions prises sous contrainte, c'est une vérité difficile. La sécurité est souvent une illusion fabriquée par les habitués dans l'histoire de Brandon. Ce qui dérange n'est pas seulement le mystère, c'est l'absence de repères sur lesquels s'accrocher. Il n'y a pas un coupable évident, il n'y a pas un lieu certain. Il n'y a pas une preuve définitive, il n'y a pas d'image finale qui fixe la réalité. Il y a un trou et autour du trou. Des gens qui tentent de construire une réponse avec des fragments et plus on tente de combler le trou. Plus on découvre que certains vides ne se comblent pas, à force. L'histoire devient une question morale, qu'est-ce que nous faisons de ceux qui disparaissent sans conclusion? Comment la société traite-t-elle une absence qui ne peut être classée? Est-ce que l'on continue de chercher indéfiniment? Est-ce que l'on finit par ranger la personne dans une catégorie commode, même si cela trahit la vérité? Car il y a aussi un danger dans l'absence. Elle ouvre la porte aux simplifications, à la tentation de réduire Brandon à une théorie, à une explication facile, à une phrase qui apparaît qui regardant de loin. Il a dit. Il sait sûrement qu'arrive. Mais ce qui arrive est justement ce qui fait peur, parce que cela signifie que l'inexplicable n'est pas exceptionnel. Il est possible. La route où Brandon a disparu n'a rien d'un lieu mythique. Ce n'est pas un triangle mystérieux, ni un désert sans limite. C'est un endroit banal, et cette banalité fait trembler. Elle suggère que l'étrange ne se produit pas seulement dans des lieux extraordinaires, il se produit dans la normalité. C'est ici que l'histoire devient transformatrice. Elle modifie la façon dont on regarde l'ordinaire. On ne regarde plus une voiture arrêtée sur les bas-côtes de la même manière, on ne regarde plus un appel de nuit de la même manière. On ne regarde plus l'absence de réseau comme un détail anodin. Tout devient porteur d'un risque invisible. Et même si on refuse de vivre dans la peur, on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. L'affaire Brandon Lawson nous enseigne une leçon brutale. Il existe des situations où la vérité n'est pas cachée derrière un secret, mais dissoute dans trop de possibilités. Et pourtant, malgré cette brutalité, quelque chose subsiste. Un fil, une résistance. Car si Brandon a disparu, son histoire n'a pas disparu. Elle continue de vivre dans la mémoire collective, dans les recherches, dans les discussions, dans la volonté de ne pas laisser une vie être effacée sans témoin. Cette persistance est peut-être la seule forme de justice accessible quand la justice formelle n'a pas de prise. Mais il faut être honnête.
Cette persistance a aussi une face sombre. Elle transforme parfois le humain en spectacle. Elle attire des regards qui cherchent l'émotion plus que la compréhension. Elle invite des jugements rapides. Et c'est là que le récit doit faire un choix. Le choix n'est pas de fournir une fin. Le choix est de préserver une dignité. Brandon n'est pas un monstre, ni un héros, ni une légende. Il est un homme qui a eu une nuit où tout s'est disloqué, le raconter avec respect. C'est refuser de transformer son absence en divertissement facile, c'est maintenir l'attention sans trahir. C'est choquer sans déshumaniser. Parce que c'est qui choque réellement. Si n'est pas le détail morbide, c'est l'idée qu'un être humain peut disparaître sans que le monde sache où le ranger. Si l'on revient une dernière fois à cette nuit, on peut imaginer Brandon comme une silhouette entre deux mondes. Celui qui répond aux appels et celui qui se referme quand personne ne peut plus attendre. On peut l'imaginer marcher, à l'état. Écouter des bruits qui lui paraissent proches. On peut imaginer son regard. Cherchant un repère, un signe. Une route qui ne se dissout pas. Mais l'imagination n'est pas une preuve. Et c'est précisément le tragique. On ne peut pas terminer l'histoire avec une certitude. La seule certitude, c'est l'impact. Cette disparition laisse des vies suspendues. Elle déplace la notion de sécurité. Elle a montré que l'absence peut devenir plus lourde qu'une mort confirmée. Elle révèle l'impuissance des systèmes face à certains événements. Et elle rappelle que, parfois, un homme peut disparaître alors même qu'il parle. La voix de Brandon demeure comme un souffle. Elle marque la frontière entre une existence vérifiable et une existence racontée. Elle est la dernière trace indiscutable. La dernière chose qui empêche le mystère de se refermer complètement. Et c'est peut-être ici que l'histoire doit se terminer. Non pas en prétendant savoir, mais en acceptant le vertige. Accepter que certaines nuits ne livrent pas leurs secrets. Accepter que la vérité n'est pas toujours un objet que l'on peut saisir, mais parfois une absence que l'on doit porter dans cette acceptation. Il y a quelque chose de terrible, mais il y a aussi quelque chose d'humain. Une forme de lucidité, parce que tant que Brandon reste introuvable, elle force le monde à se souvenir qu'il existe. Il force les vivants à regarder ce qu'ils préféreraient ignorer. La fragilité de la présence, la brutalité de l'effacement. La violence du silence. Et si le garçon qui semble être mort, il n'était pas mort. Au sens où l'on l'entend habituellement, s'il était seulement devenu inaccessible. Ce doute est la dernière lame de cette histoire. Elle laisse un goût amer. Elle refuse le confort. Elle oblige à finir avec une sensation de tension dans la poitrine. Comme un souffle qu'on ne parvient pas à relâcher. C'est précisément cette sensation qui fait que le récit ne s'oublie pas. La route, quelque part au Texas, existe toujours. Les nuits y tombent encore. Les voitures y passent, les phares y découpent toujours l'herbe et le bitume. Et dans cet ordinaire, il y a désormais une ombre invisible? Celle d'un homme qui est là, puisqu'il a cessé de l'être. Et tant que cette ombre n'aura pas de réponse, elle continuera de hanter un point essentiel de notre esprit. La certitude que le monde est compréhensible, Brandon Lawson a disparu. Mais le plus dérangeant, c'est que la nuit. Elle n'a rien perdu. Elle continue de fonctionner comme si rien ne s'était passé. Est-ce que peut être là? Au fond, la vérité la plus froide de toutes.